En tout cas, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur la fluence et la fluidité en présence de Géraldine Chabrol et Éric Battu. Alors, on a un petit souci avec Géraldine Chabrol qui s'excuse, mais elle ne peut pas être présente pour ce webinaire pour des raisons de santé. Donc, c'est Éric qui va assurer cette présentation. Dire quelques mots peut-être sur Éric Battu. Donc, tu as été enseignant spécialisé, me semble-t-il aussi, enseignant maître formateur. Tu as été aussi conseiller pédagogique pendant de nombreuses années à Paris, et notamment dans le 18e. C'était ton dernier poste, puisque depuis septembre, tu es à la retraite. Voilà, donc pour ton parcours, tu es aussi auteur chez RET de plusieurs ouvrages, notamment sur la différenciation, mais également un titre sur la gestion de classes difficiles. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la fluence et la fluidité. Donc, la présentation d'un ouvrage qui vient de sortir tout récemment, depuis début septembre, sur ce sujet, qui tient à cœur, je pense, à de nombreux enseignants. Donc, je vais te laisser la parole, Éric, si tu veux peut-être compléter ma présentation et puis rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Bon, merci Annick. Pour la présentation, tu as dit tout ce qu'il y avait à dire. Voilà, donc effectivement, cet ouvrage pédagogique, puisque j'ai beaucoup travaillé sur la gestion de classe, mais j'avais travaillé également il y a quelques années déjà en didactique du français, et j'y reviens avec plaisir sur cet ouvrage, coécrit avec donc une enseignante maître formatrice, Géraldine Chabrol, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais ce n'est pas un souci. Lorsqu'on est co-auteur comme ça, on parle d'une même voix, donc je saurais ne pas trahir ce qu'elle vous aurait dit. Alors, on va démarrer sur ce concept donc de fluence. Alors, il faudrait que j'ai la main pour pouvoir… C'est ça. Bien, on va pouvoir commencer. Bon. Excusez-nous, on y va. On y va. Alors donc, on part de ce mot de fluence, donc un mot qui est connu de tous aujourd'hui, et pourtant, et c'est assez étrange ou un peu contre-intuitif, c'est que ce mot fluence ne se trouve pas dans les instructions officielles, enfin en tout cas dans les programmes de l'école. Alors, comment il arrive jusqu'à nous? Eh bien, il arrive jusqu'à nous tout simplement parce que les évaluations nationales ont inscrit la fluence donc dans les items qui sont évalués. Alors, au CP, au CE1, on le sait, en 6e, mais aussi depuis peu, donc en CM1 et en 4e. Voilà, donc qui est quand même un peu étrange, mais c'est ainsi, on est un peu habitué avec notre institution. Alors, que dit-elle, cette institution, sur l'affluence? Elle part de ce constat assez juste, c'est que la compréhension d'un texte que l'on lit nécessite qu'on arrive à identifier les mots, mais de manière relativement rapide. Il parle donc d'automatisation. Car si on met beaucoup de temps et beaucoup d'influx, beaucoup d'énergie cognitive dans le décodage, alors forcément, effectivement, on n'est plus rendu disponible pour la compréhension des textes. D'où cette logique un peu simple. L'identification des mots rapides permet la compréhension des textes qui contiennent ces mêmes mots. D'où automatisation, vitesse, exactitude, donc compréhension. Bon, alors, je suis un peu dur avec le ministère en laissant entendre qu'elle n'a que cette ambition et qu'il ne faudrait fonctionner que comme ça pour y arriver. Mais c'est vrai que les évaluations nationales invitent un peu à cette idée, avec une espèce d'entraînement comme ça systématique pour que cette automatisation aboutisse à la compréhension. On va voir que le ministère, évidemment, n'a pas une vision aussi simpliste tout de même, parce qu'il y a entre ces deux éléments toute une série de processus, de micro-processus plutôt complexes pour certains, et qui sont généralement pas tant que ça travaillés. Et il va falloir donc qu'on voit ce qui peut entraver la compréhension, la fluidité, la fluence, alors que peut-être un élève aurait une assez bonne identification des mots. En clair, l'identification des mots ne va pas suffire à avoir une lecture fluente. Il va falloir travailler d'autres domaines. Alors pourquoi le ministère se concentre tellement sur la vitesse et l'exactitude? Parce que c'est quelque chose qui est facile à évaluer, et que dans le cadre des évaluations nationales, eh bien, l'idée de, comme ça,
identifier un nombre de mots lus correctement par minute, eh bien, c'est clairement identifiable. Si on devait évaluer toutes ces micro-compétences, évidemment, ça deviendrait plus complexe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les travailler ou que le ministère considère qu'elles n'existent pas. Alors, parmi ces micro-compétences, l'une qui est sans doute essentielle et peut-être moins travaillée, c'est ce que nous appelons, avec Géraldine, le sens local, la construction du sens local. Le mot vient pas de nous, c'est André Ouzoulias qui l'avait introduit il y a quelques années, et c'était peut-être tombé un peu en désuétude, mais c'est cette idée que les mots n'avancent pas seuls. Les mots se lisent en groupe syntaxique ou en groupe sémantique. Hein. Si je prends par exemple ce mot que j'ai mis ici, le mot « i », alors évidemment, lorsqu'on le voit comme ça, eh bien, il est plus difficile à lire que s'il était inscrit dans une phrase, et on peut s'attendre, vous comme moi, à le trouver dans cette petite locution. Il y a. Hein. Eh bien, ça n'est pas un hasard. Il est très intéressant que les élèves arrivent à comprendre que les mots ont d'autres mots amis, hein, si on peut employer cette expression, autour d'eux, et que c'est en les réunissant ensemble que l'on va relativement améliorer notre capacité à lire rapidement et qualitativement. En clair, les mots ont des amis, on peut les relier à d'autres, et notre travail, par exemple, ça va être de les aider à dépasser donc ce simple mot à mot pour arriver à lire ces petites unités syntaxiques. Donnons quelques idées. Par exemple, donc, dans l'outil que nous proposons, eh bien, nous entraînons cette compétence. Vous voyez, par exemple, alors, on en a mis deux, texte de niveau 1 et texte de niveau 3, hein, puisque vous avez compris que cet outil va du CM1, début de CM1, à la fin de la sixième, et donc il y a des textes plus ou moins complexes, et donc dans les textes plus simples, par exemple, vous allez retrouver ici cette petite activité qui invite les élèves à lire ces unités syntaxiques aussi vite que possible, à moins d'1 mètre, lancé à ma poursuite, le long de la berge. Vous voyez, ces petites unités, ces micro-sens locaux sont à lire ensemble si l'on veut bien comprendre un texte et si on veut dépasser le mot à mot. À côté, vous avez un texte plus complexe. Lorsque l'aube aux doigts de rose parut, après avoir navigué quelques jours, pour échapper à leur charme maléfique, et ainsi de suite. Donc, il nous semble essentiel, dans l'activité de fluence et de fluidité, de travailler ce sens local. On peut le travailler d'une autre manière, par exemple ici, avec les groupes de souffle. Vous voyez, sur votre gauche, vous avez un texte ordinaire. Donc, ce texte, il se lit comme ça de manière linéaire, avec des retours à la ligne qui n'ont, c'est l'ordinateur, le traitement de texte qui choisit d'opérer les coupes. Hein, on n'est pas face à des vers de poésie. Eh bien, nous nous proposons d'entraîner les élèves à lire ce même texte, mais en faisant des retours à la ligne par groupe de souffle, afin qu'ils puissent parvenir à segmenter, vous voyez, ces phrases en micro-sens locaux. Donc, bien sûr, il a vocation à revenir au texte de fluence initial, mais il y a cet entraînement préparatoire. Un troisième exemple, et on s'arrêtera là pour les exemples, eh bien la pyramide de mots qui propose aux élèves, pour les phrases complexes par exemple, de les lire de manière successive en ajoutant à chaque étape une partie du mot, une partie de la phrase supplémentaire. Par exemple, vous voyez ici, une panne l'ayant surpris. Une courte panne d'électricité l'ayant surpris. Un soir, une courte panne d'électricité l'ayant surpris. Un soir, une courte panne d'électricité l'ayant surpris dans le vestibule. Vous voyez, elle est amenée donc par cette segmentation et par ces ajouts successifs à lire de mieux en mieux et de manière plus automatisée, et bien non pas seulement l'échelon mot, mais l'échelon groupe syntaxique ou sémantique, voire la phrase. Alors, comme je vous le disais, le ministère, par exemple, dans ce document d'accompagnement sur l'affluence,
parle dans les compétences à travailler d'automatisation du décodage, hein, ce côté un peu behavioriste, hein, d'entraînement systématique, hein, mais soyons justes, il ne parle pas évidemment que de ça. On voit par exemple comme deuxième compétence ici, mémoriser la lecture des mots fréquents, des mots irréguliers, c'est-à-dire tous ces petits mots grammaticaux. Vous savez que tous les petits mots grammaticaux, les articulateurs de texte, les pronoms, les adverbes, tous les prépositions, les déterminants, tous ces petits mots-là représentent 50% de tout texte que l'on lit. Ah oui, ils sont pourtant relativement simples, hein, ça fait longtemps que les élèves les croisent. Eh bien, ils se trompent encore dessus et il faut absolument qu'ils arrivent à les lire de manière automatisée. Troisième compétence, c'est celle dont on vient de parler ici, hein, prendre en compte les groupes syntaxiques, groupes de mots avec unité de sens, et le ministère va plus loin, et nous aussi bien sûr, prendre en compte la ponctuation, choisir les moments de pause, accéder à une meilleure compréhension du texte lu. Et là, le document ne le dit pas, mais c'est induit, et bien évidemment, il y a toute la dimension d'expressivité, hein, de mettre le ton dans sa lecture qui doit également être travaillée. Alors, cette fluence, nous la travaillons donc dans cet outil, hein, à partir de 35 textes qui sont proposés, donc 35 modules, hein, autour de 35 textes, et qui sont des parcours, comme nous l'avons dit, différenciés. On travaille possiblement en soutien pour les élèves les plus fragiles, mais aussi on va travailler la fluence et la fluidité, ce qui nous amène aussi à travailler sur l'approfondissement pour les élèves les plus avancés. En soutien, par exemple, pour les plus fragiles, on va proposer automatiser le décollage des mots, c'est vraiment le niveau premier, hein, c'est revenir peut-être à des compétences de cycle 2, sûrement, même pas peut-être, sûrement, c'est mémoriser les mots fréquents irréguliers, tous ces mots grammaticaux, hein, dont on a parlé, c'est lire les groupes syntaxiques et les cours d'unité de sens comme nous venons de le voir. Et pour ce qui est de l'approfondissement et qui va concerner les experts, les expertes, eh bien, on va travailler évidemment cette ponctuation, choisir les pauses et adopter le bon ton, hein, le bon ton qui est révélateur de la compréhension du texte lu par les élèves. Donc, vous le comprenez, ce sont les compétences que le ministère nous demande de travailler. Nous sommes, de ce point de vue, totalement dans les clous. Alors, pour chacun des textes qui est proposé, je vous rappelle qu'il y en a donc 35, ici celui Ulysse et les sirènes qui fait partie du groupe des textes de niveau 3, eh bien tous les élèves vont lire ce même texte, hein, ce texte de fluence qui va les occuper pendant toute la période. On estime à peu près nécessaire de travailler sur 2 semaines pour faire un travail d'approfondissement très intéressant. Et selon les compétences de l'élève, eh bien, il va travailler un des domaines, un des champs de compétences qui le concernent. Chacun va donc travailler à son juste besoin, puisqu'il y a donc ces 4 axes. Un qui va concerner donc l'identification des mots, comme nous l'avons vu, hein, c'est toute la page d'activité numéro 1 et qui va viser le décodage. Le deuxième niveau, c'est la lecture des mots, mais en contexte, hein, comme nous l'avons vu, donc en unité sémantique ou syntaxique. Le niveau 3 eh bien, va travailler sur tout ce qui est la prosodie du texte dans sa dimension du phrasé, du rythme, de la musicalité. Hein, il va travailler sur les liaisons, il va travailler sur les silences, sur les pauses, il va travailler sur la ponctuation, il va travailler aussi sur l'anticipation de la lecture. Et enfin, quatrième axe, quatrième fiche d'activité, eh bien celle qui va concerner donc simplement l'expressivité, hein, et donc mettre le ton sur ces textes. Donc vous voyez, et c'est peut-être là l'une des originalités de notre outil, c'est que alors qu'on part sur un même texte, eh bien les élèves vont être amenés à s'entraîner sur un certain nombre d'axes qui correspondent à leurs besoins. Cet entraînement complètement lié au texte va les amener donc à mieux lire ce texte par étapes.
finalement, on retrouve ici exactement donc ce que demande le ministère avec son travail sur la fluence. Alors, intéressons-nous cependant aux évaluations nationales pour voir un peu quels sont bien les résultats des petits Français. Alors, je vous rappelle, ou peut-être certains ne connaissent pas le texte, par exemple, pour la 6e, ce n'est pas le même, évidemment, pour les différents niveaux de classe, mais celui de la 6e, c'est celui-ci. Hein, c'est un texte d'Oscar Wilde, hein, c'est pas rien, et les élèves sont amenés donc à tous lire, tous les petits Français de 6e, en début de 6e, donc en fin de CM2, hein, d'une certaine manière, doivent lire ce texte et essayer de le lire qualitativement. On va voir comment. La consigne que donne le ministère, pour la 6e, c'est orange ici, vous devez lire correctement et exactement, aussi vite que vous le pouvez, en essayant de ne pas faire d'erreur. OK, question de vitesse. Et ils ajoutent, ne cherchez pas à interpréter le texte ni à mettre le ton. Voilà qui nous surprend. Hein. Mais c'est la consigne qui est donnée. Donc, on se centre sur la vitesse. C'est la même chose en 4e. Regardez, ne cherchez pas à interpréter le texte ni à mettre le ton. Et c'est exactement la même chose en CM1. Tu dois lire aussi vite que tu le peux. Tu as 1 minute pour lire le texte. Donc, on met le doigt sur la vitesse. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que c'est un moyen relativement simple d'avoir un résultat, d'identifier une compétence. Hein, voilà, il est capable de lire tel nombre de mots en 1 minute. Alors, on pourrait essayer d'aller chercher d'autres compétences. Le problème, c'est que dans le cadre de ces évaluations, ce n'est pas forcément facile, alors que ça, c'est quelque chose qui est facile à glaner, en fait. Hein. Voilà, c'est cette logique-là qu'il faut arriver à comprendre. Alors, vitesse et précision. Et donc, on attend des petits Français qui lisent 120 mots en 1 minute sur ce texte qui est proposé ici du géant égoïste. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Eh bien, vous avez ce résultat. 47% des petits Français sont sous les attendus, c'est-à-dire lisent moins de 120 mots par minute. Vous comprenez donc la préoccupation ministérielle de se dire, aïe, peut-être qu'il faut améliorer ce score. Si on regarde sur les REP, on obtient ceci. 60% eh bien, ont des difficultés sur cette même compétence, donc plus de la moitié. Donc effectivement, on se dit, si les élèves annonnent, si les élèves sont dans un décodage pas à pas trop besogneux et qui occupent toute leur énergie cognitive, eh bien effectivement, ils risquent de ne pas accéder au sens. Voilà la préoccupation du ministère. Alors, est-ce que c'est vrai que des élèves qui lisent lentement ne comprennent pas? Ça, je vous propose ici donc cette évaluation donc proposée par le ministère. Attendez voir, j'ai un problème de téléphone, ça va pas être long. Hop, voilà. OK. Eric, oui. j'en profite juste pour te dire que effectivement, apparemment, le texte de cette année est plus simple. Tu as dû prendre le texte de l'année dernière. D'accord, ok, ben on verra. Voilà. On va s'appuyer quand même sur l'historique. Oui, oui, mais cette question du texte simple, je vais revenir dessus. D'accord. Okay. Donc, alors là, je prends l'exemple d'un vrai collège. Hein, donc, je vous dis pas d'où il vient, mais enfin, c'est un vrai collège avec des vrais enfants. J'ai mis que les prénoms. Hein, donc vous ne devriez pas savoir où c'est quand même. Bon, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, cette gradation, vous voyez, donc dans les difficultés des élèves et puis d'autres qui sont très performants. J'ai mis en face la compréhension, le test de compréhension, voir si donc ceux qui lisent bien ou ceux qui lisent moins bien, eh bien, ont des difficultés ou pas de compréhension. Voilà ce que l'on obtient. Si l'on compare, je vous laisse regarder ça. Alors, on peut observer que oui, ceux qui lisent bien comprennent pas mal, mais ce n'est pas, loin de là, très si systématique. Et plus étonnant encore, parmi ceux qui ont beaucoup de mal, semble-t-il, dans l'affluence, eh bien, on a pas mal de compreneurs, d'enfants qui, malgré tout,
arrivent à comprendre les textes qu'ils lisent. Alors voilà, donc il y a quelque chose qui doit nous intéresser. Ce qui fait qu'on peut se dire que peut-être que ces élèves qui sont soi-disant faibles lecteurs parce qu'ils n'ont pas la fluence, la rapidité suffisante, eh bien prennent peut-être le temps pour comprendre leur texte. Et finalement, est-ce que la fluence, c'est un problème de vitesse? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avancer à un bon pas prudent, hein? Alors, je vous rassure tout de suite, le ministère est d'accord avec cette option, puisque dans cette même fiche sur laquelle je m'appuie beaucoup, hein, puisqu'elle est très officielle, regardez la définition qu'il donne de la fluence. Fluence, fluidité, il mélange les deux, hein. Nous les avons séparés. Donc, on appelle fluidité ou fluence la lecture, la capacité à lire correctement un texte continu au rythme de la conversation avec une prosodie appropriée. Eh bien, on comprend avec cette définition que nous ne sommes pas en fluence ici face à un espèce de torrent, mais plutôt à ceci. La fluence, c'est cela, c'est-à-dire la capacité à lire correctement un texte continu au rythme de la conversation et avec une prosodie appropriée. Et donc la question de la vitesse n'est pas à négliger, en ce qu'elle illustre le fait que les élèves se sont libérés des difficultés de décodage, mais elle n'est pas en tant que telle particulièrement intéressante lorsqu'on ambitionne qu'ils comprennent des textes. Donc, ce qui nous importe, c'est de travailler cette vitesse pour libérer les élèves donc du décodage, mais aussi de travailler la fluidité, c'est-à-dire cette capacité justement à lire au rythme de la conversation avec une prosodie appropriée. C'est ça que nous visons dans notre outil, donc nous ne sommes pas tous centrés sur la vitesse. Alors pour autant, il y en a quelques-uns qui parviennent quand même à se noyer. Regardons à nouveau les résultats de ce même collège sur ce texte d'évaluation de l'an passé. Donc, on remarque qu'il y a un élève qui aura lu en 1 minute 27 mots, lorsque d'autres auront lu les 206 mots, donc au-delà des 206 mots, hein. Et donc, on voit ici cette extrême hétérogénéité qui se retrouve dans nos classes, hein. Certains qui vont mériter effectivement une reprise des compétences de base, peut-être même celle de cycle 2, hein, par un soutien très approfondi, et d'autres eh bien, qui vont pouvoir effectivement se faire un grand plaisir à améliorer leurs compétences dans le domaine de l'expressivité, donc de la fluidité. Alors, on sait si c'est lent grâce aux évaluations nationales, on sait les enfants qui lisent lentement, mais on ne sait pas pourquoi c'est lent. Et c'est un peu le défaut d'utiliser seulement cet indicateur, parce qu'il ne va pas nous dire pourquoi, quelles sont les difficultés spécifiques de l'élève qui est en face de nous. C'est pourquoi nous avons travaillé autour d'une typologie d'erreurs. Dès lors que l'élève faisait une erreur, on ne se contente plus de dire vite, pas vite, on essaie de voir la nature des erreurs et voir si ces erreurs sont récurrentes, si c'est toujours les mêmes erreurs, et connaissant donc ces difficultés spécifiques, on va pouvoir lui proposer les activités d'entraînement qui vont lui permettre de dépasser ces difficultés spécifiques. Alors, vous voyez, on en a listé un certain nombre avec des petites icônes qui vont pouvoir coder la lecture de l'élève. Je vais vous montrer ça dans une minute. Vous voyez, par exemple, un point d'interrogation lorsque l'élève n'arrive pas à lire un mot du tout, il n'arrive pas à le décoder, hein. Un œil, c'est-à-dire il se trompe de mot. Il utilise un autre mot que le mot qui est noté. Il fait une anticipation qui est hasardeuse. Lorsqu'il ânonne, on lui met les petites oreilles d'âne. Lorsqu'il fait un décodage phonologique fautif,
eh bien, c'est une erreur de son. On va lui mettre la petite oreille, il n'entend pas bien le son. Une erreur de segmentation au sein du mot, hein. Il coupe le mot, par exemple, le son en, hein, le graphème AN, il va peut-être le segmenter et lire A et puis ne après. Hein, et ainsi de suite, les lettres miroirs, vous voyez, et donc toute une série d'erreurs comme ça qui peuvent être identifiées et qui renvoient à des types d'activités. J'étais un peu long sur cette partie, mais je vais vous faire un travail pratique maintenant autour de l'écoute d'un élève de CM2, milieu d'année, et j'espère que ça va fonctionner. Je vais essayer de lancer le son et vous allez suivre cette liste de mots qui lit là 50 mots isolés. Vous voyez, ce sont pas les mots d'un texte. Hein. On va voir quelle erreur il fait sur la lecture de ces 50 mots. On est donc vraiment dans du réel. Alors, je vais voir si ça fonctionne. J'aurai peut-être un peu de 3 bidouilles, comme on a pris l'habitude aujourd'hui. Ah, ça marche, ça marche. Il faut juste que je mette un peu plus fort. Et si jamais, Annick, on n'entend pas bien, tu me le dis tout à fait. Et on recommence. Ça ne dure qu'une minute, hein, évidemment. Enfin, pas plus d'une minute. Là, en l'occurrence, on ne lui demande pas de lire une minute, on lui demande de lire la totalité de la liste. Hein. Alors, c'est parti. Je vous demande donc de peut-être identifier. J'ai déjà codé moi-même et vous allez voir un peu la nature donc des erreurs que l'on va trouver chez cet élève. Suivante, survêtement, petit, on regarderait, plein, milieu, enfilé, suite, matine, on avance, récré, spécial, quand, avant, autre, longtemps, la fille, joue, équipe, comme air, salle, ici, fait, balle, train, robot, chose, tableau, foi, genre de mur, pensée, voix, paf, dans, panne, armure, sauter, adorerait, piano, figure, connaît, léger et kikiné. Voilà, donc vous avez entendu cet élève et donc les difficultés qu'il a rencontrées qui sont de différentes natures. Vous avez compris ça. Si je prends par exemple tout en bas à droite, à gauche, excusez-moi, le mot, c'est un problème de miroir, vous voyez, quand je dis droite pour gauche, panne, le mot panne, vous voyez, si vous avez entendu, il utilisait le b, hein, donc lettre miroir, vous voyez le p, b, et puis il segmentait avec un an au lieu d'un an. Bien. Donc, il disait dans, en fait. Hein, je disais be, mais c'est de. Il confondait. Donc, vous voyez, une erreur un peu récurrente, mais on ne la retrouve qu'une fois dans cette lecture. Il serait intéressant de voir si il le refait par ailleurs, hein, ce qui nous inciterait peut-être à étudier une pente un peu 10. Hein. On est loin d'être là. Hein. Après, vous avez vu les mots qu'il annonce, hein, adorerait et survêtement, qui ne sont effectivement pas les plus simples, mais il passe assez rapidement sur regarderait, qui n'est quand même pas simple, en plus avec cet ENT du pluriel, donc ce morphème du pluriel, eh bien qu'il a su gérer. Vous avez repéré qu'il a substitué des mots, hein, à la place de matin, il a dit matine, ce qui l'a dérangé un peu d'ailleurs, puisqu'il a fait un silence après, mais il n'est pas revenu dessus. Pour jouer, il a dit joue, hein, donc le R a été ici escamoté, alors que le son ER est assez simple, assez connu. Ce n'est pas une vraie difficulté par rapport à mon sens à regarderait, par exemple. Et vous avez sans doute identifié l'erreur la plus récurrente de cet élève, c'est qu'il fait des reprises, c'est-à-dire qu'il
reprend le mot, il s'arrête au milieu, puis il reprend. Donc, milieu, quand, et ainsi de suite. Donc, il a besoin, et vous voyez que ce ne sont pas les mots les plus compliqués, hein, puisque c'est le mot voix, le mot milieu, le mot quand, qui sont souvent des mots, on va dire, plutôt simples. Et il a cette reprise. Comment peut-on analyser cette reprise? Ben, le fait qu'il a ce besoin de se rassurer, à mon avis, hein, dans cette lecture, de reprendre pied, parce qu'il est perdu complètement sur la manière dont il faut enchaîner. Alors, on va dire, c'est des mots isolés. Donc, effectivement, ça n'est pas forcément simple. Et on a vu tout à l'heure que en groupe syntaxique ou sémantique, peut-être que cet élève serait porté et lirait plus facilement, finalement, des phrases que des mots isolés. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais vous voyez, là, il a lu 44 mots sur 50. On ne s'est pas préoccupé de la vitesse. On aurait pu. Hein. Il y a eu quelques lenteurs. Il y a eu quelques pauses à mauvais escient, notamment une seule. Hein. Mais bon, ce n'est pas si mal, en fait. Dans l'absolu, ce n'est pas si mal. Hein. Donc, on va regarder, si vous le voulez bien maintenant. Ah, ça redémarre. Attendez voir comment je vais faire. Peut-être comme ça. Ah, voilà, ça y est, c'est bien. Je ne vous ai pas dit, mais les couleurs qui sont utilisées ici, c'est les natures grammaticales de ces mots. Hein, pour constater, donc, pour ce texte que je vais lui faire lire maintenant, le même élève, hein, eh bien, nous avons dans ce texte 10% de verbes, 15% de verbes, 58% de mots-outils grammaticaux, 22% de noms et 5% d'adjectifs. En ceci, ce texte est assez ordinaire. Bien 58% de mots-outils, c'est peut-être beaucoup. On en a généralement entre 50 et 55%. Eh bien là, ce texte est assez représentatif de ce point de vue. Vous voyez qu'il s'agit d'un texte qui est issu de ce petit roman Prisonnière du tableau de Gérard Moncomble, hein, qui est un récit fantastique. Vous dire que je lui ai lu ce qui précède ce passage, donc il en connaissait le contexte, l'atmosphère, le personnage principal, les tonalités, hein, puisque je les avais moi-même utilisées, et donc il ne partait pas dans un grand inconnu, ce qui n'est pas exactement le cas du test ministériel, hein, où l'enfant ne sait pas en fait où il se situe, hein, puisqu'il n'y a pas de travail préparatoire. Donc là, il y a tout ce travail préparatoire de mise en contexte. Juste au passage, tous les textes que nous proposons dans cet outil Fluence plus Fluidité, les 35 textes, sont tous mis en contexte comme nous venons de le dire, c'est-à-dire que au démarrage, l'enseignant fait une lecture expressive du texte qui précède, le texte que les élèves vont lire, et il y a tout un travail donc explicatif avant, ce qui fait que l'enfant sait où il est. Hein. Donc voilà, je passe là-dessus. Alors on va le faire lire de la même manière, et là sur une seule minute, hein, donc ce qui est gris, ben, il ne l'a pas lu parce que ça va au-delà de la minute. À cette époque-là, il est supposé lire 110 mots, hein, on est à peu près au milieu de CM2, et il va lire 73 mots. Donc, nous allons voir la nature des erreurs qu'il produit. J'aperçois là-bas une ribambelle d'armure plantée le long du mur. Ça me fait penser à une équipe de robots en panne, enfiler une armure tous les matins. J'adorerais ça. C'est quand même autre chose qu'un survêtement, et j'en connais qui y rendraient à 2 fois avant de m'enquiquiner et la récré. J'avance la salle suivante et toute la suite. Je vois le tableau face contre, comme s'il me
sautais. Bien, j'ai arrêté donc là, puisqu'on arrivait au-delà de la minute. Donc, vous avez vu, vous avez pu entendre la lecture de cet élève et les nombreuses erreurs qu'il a réalisées. Vous avez vu que si je ne prends comme indice que la vitesse, je vais apprendre peu de choses sur les difficultés spécifiques de cet élève. Si je regarde en codant, comme je viens de le faire, ce qui s'est passé, je crois que juste, alors à chaque fois, ça, voilà, on s'aperçoit que sur les verbes, il y a 50% d'erreurs, 24% d'erreurs sur les mots-outils, 0,5 seulement sur les noms et 0% sur les adjectifs. Donc, il est à l'aise sur les noms. Il a des difficultés avec les verbes. Ça doit nous interpeller. Et d'autre part, eh bien, il a fait pas mal d'erreurs sur des mots grammaticaux. Et je voudrais peut-être d'ailleurs commencer par là. Vous avez vu le nombre de mots qu'il a substitués, c'est-à-dire à la place, par exemple, au début, deuxième ligne, plutôt que dire d'un, il a dit du. Ok, ça se ressemble. Pour me, il a dit ma. Ok, ça peut se ressembler. Mais lorsqu'on va un peu plus loin, il y a des choses plus étranges. Par exemple, à la 5e ligne à la fin, on voit qu'il a utilisé le mot « et » à la place du mot « a ». Et pour le coup, là, il y a quand même peu de rapport. Ligne suivante, il a remplacé « de » par « la ». Et dernière ligne, eh bien, face à la place de paf et contre à la place de comme. Donc, on voit le nombre très important de mots pourtant grammaticaux courts qui sont mal lus. C'est un indice très important que je voulais vous signaler au passage, parce que ces petits mots grammaticaux qui sont archi connus, me, d'un, et, de, même paf, hein, c'est quand même pas une difficulté, a priori, de décodage, si vous voulez. Eh bien, ce phénomène que nous voyons ici, on va le retrouver chez énormément d'élèves, c'est-à-dire qu'ils vont se concentrer sur les noms, et d'ailleurs, il y a peu d'erreurs sur les noms, voire sur les verbes, mais les verbes avec leur désinence, évidemment, sont compliqués. Les adjectifs, ils sont longs, ils s'en débrouillent, mais lorsqu'on est face à ces petits mots, eh bien, on ne les lit pas réellement. On les saute, on passe au-dessus de ces petits mots. Toutes les recherches nous montrent ça, et c'est très intéressant, alors que ce sont les articulateurs même du texte. Ce sont les pronoms, ce sont ce qui donne les indices sur les lieux, le temps et sur les étapes du récit, et ils sont sautés. Tout ça pour nous dire l'importance de travailler ces petits mots grammaticaux. On a vu dans la fiche du ministère que dans la deuxième compétence qui était proposée, c'était la mémorisation de ces mots. Nous pouvons caler dans ce sens. Et l'idée, par exemple, au cycle 2, aujourd'hui, de peut-être pas toujours lire ces mots parce qu'on se concentrerait sur du décodage de noms, eh bien, c'est terriblement dommage. Il ne faut pas perdre de vue la lecture de ces mots. Bon, j'arrête sur cet aspect-là. On voit qu'il y a assez peu d'accros, finalement, hein, donc avec ce petit crochet, qu'il a donné quelques mots, mais pas tant que ça. On pourrait dire quand même que la plupart de ces mots ont déjà été lus préalablement dans le carré des mots, dans l'activité qui précédait. Et donc, c'est un élément important. Vous voyez, l'élève fait une première lecture. Après, il s'entraîne, par exemple, le carré des mots fait partie de l'entraînement pour qu'il revienne sur ce même texte plusieurs fois, plusieurs lectures du carré des mots, excusez-moi, et plusieurs lectures du texte de fluence. Et évidemment, tout ça va se fluidifier avec les temps. Là, c'était une première lecture. Hein. Qu'est-ce qu'on identifie? Toujours ces répétitions, hein, ces x2 là que j'ai mis. Donc, il répète à plusieurs reprises la même chose. Hein. Donc, ça, c'est étonnant. Il saute un mot, et dans, par exemple, là, a été, c'est un petit mot grammatical hein, qui a été sauté. Ça va dans le sens de ce que je vous indiquais. Alors, on peut donc mettre dans cette grille que nous proposons, et qui je crois est assez rare en fait, hein, vous n'allez pas trouver
tellement ailleurs que dans notre outil, eh bien, vous allez pouvoir identifier ici les erreurs de cet élève et on voit que la substitution de mots 7 et les reprises de mots avec des répétitions 8 sont les deux difficultés de cet élève. Elles ne relèvent pas des mêmes difficultés. Vous voyez, certaines, effectivement, ramènent peut-être au problème de difficulté de décodage. La reprise, moins. C'est le problème, effectivement, d'arriver à segmenter en unités de sens. Et donc, finalement, si je regarde ça, moi, je me dis que cet élève-là a surtout besoin, alors bien sûr, on va reprendre tout ce qui est au niveau du décodage des mots isolés, mais ce qui va être une vraie utilité pour lui, c'est de travailler le sens local dont je vous ai parlé précédemment. Alors, on pourrait se dire, oui, mais le texte est peut-être compliqué pour cet élève. Alors, je vous propose de le faire lire sur le même texte, mais simplifié. On a enlevé la complexité du texte. Et donc, tout à l'heure, Annick nous parlait qu'on avait simplifié le texte de Fluence cette année pour la 6e. Je voudrais voir ça et comparer. Parce qu'en fait, vous allez voir ce qui se passe lorsqu'on simplifie le texte. C'est-à-dire, en clair, j'ai surtout simplifié la dimension verbale. Donc, les désinences qui étaient parfois complexes, je les ai simplifiées et certains mots de vocabulaire. Voici donc ce texte simplifié. Et pour aller vite, voici les erreurs de cet élève sur ce même texte. Je ne vous fais pas écouter parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et vous vous rendez compte de ces erreurs, cette fois-ci, avec les mêmes types d'erreurs. Se rajoutent à ça des accros assez nombreux qui ne sont pas, là encore, sur véritablement les noms, mais sur le passage d'un mot à l'autre. Voilà. C'est là que ça accroche. Donc, ça nous ramène à cette idée d'insécurisation et de doublonnement de mots auxquels il opère. Et puis toujours ces substitutions, il met d'autres mots que ceux qui sont proposés à sa lecture. Finalement, donc, il a fait 19 erreurs dans ce texte simplifié au lieu de 21 dans le texte ordinaire. Il n'a lu que 69 mots en 1 minute, donc il était un peu plus lent que dans le texte plus complexe, bien, alors qu'il connaissait encore mieux, on va dire, que tout à l'heure ou qu'avant le contexte du texte, puisqu'il avait déjà lu le texte, on va dire, plus compliqué, et on s'aperçoit que les erreurs sont pratiquement au même endroit. Donc, simplification ou pas, il n'y a pas eu d'effet, et ce sont les mêmes natures d'erreurs, donc on est sur quelque chose d'assez constant, ce qui est entre guillemets rassurant sur le profil de l'élève et sur la manière dont on va pouvoir l'aider. Alors en clair, si je regarde parmi les 4 types, 4 fiches d'activité, d'entraînement que l'on peut proposer à cet élève, eh bien, tout ce qui concerne le phrasé ou l'expressivité, clairement, il n'en est pas là. Alors, on peut se faire plaisir, mais tant qu'il ne pourra pas arriver à avoir une lecture plus fluente, il ne pourra pas faire un travail qualitatif dans ce domaine. Ça ne l'empêche pas, éventuellement, d'entendre, voire de dire, après mémorisation, en poésie notamment, travailler ses compétences. L'idée n'est pas de ne pas les travailler, mais pas en tout cas sur la dimension fluente. Et il me semble qu'en majeur, ce qu'il faudrait travailler, c'est la lecture des mots en contexte, donc c'est-à-dire ce sens local, et un peu l'identification des mots, mais en mineur. Et donc, pour cet élève-là, on va lui proposer sans doute une partie de ces 2 fiches, ou voir ces 2 fiches tout au long de la période pour laquelle on va l'entraîner à la lecture de ce texte. Alors les voici par exemple, ces 2 textes sur la sirène. Là, ce n'est pas le texte que je vous ai montré tout à l'heure à sa lecture. Donc vous avez ici, vous voyez, le fameux carré des mots. L'idée, c'est de lire ces 50 mots le plus rapidement possible et à plusieurs reprises. Au début, eh bien, le score de vitesse a très peu d'importance et puis on essaie en imposant cette vitesse, effectivement, que les élèves comprennent qu'il y a une dimension de
nécessaire automatisation. Hein. Vous voyez, dans cette page-là, on a un travail sur la phonologie. Hein. Donc, eh bien, la lettre S, ou le son S, plus exactement, le son S, excusez-moi, et ses différentes écritures. Pareil pour le son que, et puis pour le son Z. Hein. Donc, on va l'entraîner à revenir sur... alors, tout ça, comprenez bien qu'il s'agit des mots du texte. Hein. Donc, tout ce travail n'est pas un travail comme ça hors sol. Il ambitionne véritablement de mieux connaître les contenus du texte. C'est ce que l'on dit là, c'est pour les 4 fiches équivalentes. On va travailler sur des synonymes, on va travailler sur les petits mots-outils, vous voyez, dont on parlait, donc leur mémorisation orthographique. Hein. Donc, vous voyez, s'il va plus vite, on a toujours, enfin pas toujours, mais souvent, une petite activité complémentaire. Si on lit tout en bas, écris au moins 5 mots de ton choix dans ton cahier. Donc, l'idée, c'est de les lire, mais aussi d'en connaître l'orthographe. Hein. Tous ces mots-là sont dans le texte. Hein. Alors, au niveau 2, hein, qui va le préoccuper, lui, eh bien, on a tout ce travail-là de mots unis que je vous ai déjà montré. On a le travail sur les désinences verbales. Hein. Nous repartîmes sur les flots dangereux. Hein. Eh bien, on va mettre donc ces phrases donc à différents temps pour que l'élève identifie bien le verbe dans ces différentes désinences et puisse affronter celle qui est ici en bleu, qui est dans le texte, par exemple. Hein. Alors, même chose donc autour du même texte de fluence, hein, mais ça ne concernera pas l'élève que nous venons d'écouter. Donc, vous voyez tout ce travail de liaison en activité 2, par exemple, ici. L'exercice 3, c'est sur les pauses. Où est-ce que l'on va faire des pauses, longues ou courtes? Et puis, 4e activité, eh bien, préparation à la lecture expressive de ce texte. Hein. Ici, on soumet des mots enjoués, déterminés, inquiétantes, chantantes, neutres, excitées, envoûtantes, que l'élève va écrire face aux différents paragraphes et s'entraîner à le lire avec eh bien, ces adjectifs. Hein. Et vous voyez tout en bas quelque chose de plus, je profite peut-être d'en parler maintenant, qui est un défi lecture, donc de niveau 4. Et ce défi lecture, c'est un autre extrait qui prolonge le texte de fluence qui aura été travaillé par tous. Donc, si je me résume, vous avez dans un premier temps une lecture préalable du passage qui précède par l'enseignant, puis vous avez le texte de fluence qui préoccupe vraiment pendant toute la période, puis à la fin, on connaît la suite. Et cette suite, elle est lue par les élèves les plus experts, qui sont à l'aise avec cette lecture, et elle va être restituée au reste du groupe qui, lui, n'aura pas lu, hein, puisqu'il était sur d'autres activités, cette suite. C'est intéressant parce que comme forcément, l'enseignant va être plutôt mobilisé sur les élèves qui ont la fiche 1 et 2, eh bien, tout d'un coup, vous allez valoriser le travail des élèves de niveau 4 qui ont travaillé souvent en autonomie ou en binôme et qui là tout d'un coup se trouvent valorisés. Alors, chers élèves, vous avez lu la suite de l'histoire, si vous nous la lisiez. Évidemment, ils vont faire attention à faire une belle lecture expressive pour leurs camarades. Voilà, alors, pour terminer, on en arrive donc à la situation, comment mettons tout ça en classe. Alors, on a 2 possibilités, soit on fonctionne sur un travail en petits groupes de type atelier de fluence, APC, ou ce qui se fait au collège aujourd'hui, l'heure hebdomadaire, l'aide personnalisée, ou alors, 2e possibilité, en classe entière, dans une séance bien du domaine français, avec certes des groupes de besoins et des élèves en autonomie au même moment, ou alors même en plan de travail. Hein. Alors, si on travaille en petits groupes, eh bien, on peut prendre n'importe quel texte, en fait. On peut choisir le module qui convient, et on a expliqué donc qu'il y avait 3 niveaux, et selon les besoins du petit groupe, peut-être de 3, 4, 5 élèves que vous allez réunir autour de vous, eh bien, vous allez choisir celui qui vous semble le mieux correspondre. J'en profite pour vous dire que tous ces textes sont des textes plutôt intéressants, tous des textes d'auteurs,
parfois patrimoniaux, pas seulement. La littérature de jeunesse actuelle est très présente. Des grands noms comme Marcel Aimé, comme évidemment, je ne l'ai pas là, Andersen par exemple, voilà, ou alors des auteurs jeunesse comme Thierry Lenain, Elisabeth Bramy, Pef, Chabas, et ainsi de suite. Voilà, ça c'était au passage. Et donc pour la classe entière, eh bien vous allez choisir un seul texte et ça sera le même pour tout le monde. On a bien vu aujourd'hui Ulysse et les sirènes, donc je remontre ce texte et tout le monde va travailler sur ce même texte. Mais on a vu qu'on va travailler avec des besoins différents selon les activités que l'on va proposer à partir de l'évaluation que l'on aura fait de notre élève. Alors cette évaluation, elle ne se fait pas à chaque module, elle se fait par période. Vous choisissez le moment et nous proposons des textes qui ne servent qu'à l'évaluation. Donc, sous ce travail un peu de codage dont je vous ai parlé là, qui est intéressant mais qui peut évidemment apparaître lourd, hein, vous n'allez pas le faire si souvent que ça, vous le faites de temps en temps sur un texte qui est proposé et qui va vous permettre donc de savoir où situer votre élève dans ces différents groupes. La mise en œuvre, donc, par module, que ça soit en petit groupe ou ça soit en classe entière, c'est généralement une forte séance de lancement de 45 minutes et puis après, 3 à 4 séances d'au moins 30 minutes sur, on va dire, 2 semaines. Voilà à peu près comment on peut fonctionner. Alors concrètement, la première séance qui est la plus lourde, c'est parce qu'on va travailler un peu la mise en contexte. Comme on vous l'a expliqué, il y a tout ce qui est présentation de l'ouvrage, de ce qui s'y passe, de ce qui se passe même avant le texte qui sera lu. Après, il faut lire ce texte de manière expressive par l'enseignant et puis par les élèves. Et puis après, chacun va prendre une première mesure, donc de sa première vitesse, qui sera un indicateur simple pour les élèves qu'ils comprennent bien. On ne va pas leur demander de faire tout le travail de typologie d'erreur, mais par contre, l'indicateur pour eux qui est simple, c'est celui de la vitesse. Et puis, à partir de là, on va travailler donc en différenciation selon les compétences des élèves. Et à la fin de ce premier travail, on va faire un petit débriefing avec une mise en commun. Il nous faut bien 45 minutes pour faire ça. Et puis, alors, les séances qui vont suivre, eh bien, on va reprendre le même texte de fluence qui va être lu à plusieurs reprises, autant de fois que de besoin. Et puis, on va faire une seconde mesure. Vous voyez, on note les mesures, donc les vitesses. Et on va parallèlement, indépendamment de cette reprise, faire tout un travail, on va dire, de rituel, de lecture. Par exemple, se mettre à lire tous ce texte à l'unisson, ce qui permet d'entraîner aussi ceux qui sont plus fragiles. Faire une lecture personnelle répétée d'un seul paragraphe que l'on va un peu répéter, tout seul dans son coin, quand on a du temps, vous voyez, ou en plan de travail. On va faire une lecture sous contrat. L'élève vise une performance qu'il s'est définie lui-même. Je voudrais ce premier paragraphe le lire en 23 secondes et pas 28 comme j'ai fait la dernière fois et ainsi de suite. La lecture à contrainte, on va dire à l'élève, oh, cette fois-ci tu ne vas pas vite, tu vas aller à ton rythme. Peut-être on peut même lui mettre le métronome de piano. On trouve ça dans la salle de musique. Hop, on lui pique et on le met dans la classe. Non, j'exagère. Et l'élève peut avoir à moduler au contraire donc ces lectures pour leur faire comprendre que la vitesse n'est pas en soi quelque chose de si essentiel. On va peut-être essayer de mémoriser d'une certaine manière un paragraphe pour se libérer du décodage et pour anticiper ce que l'on va lire. La lecture surarticulée, donc là vraiment on mâchouille le texte exprès pour pouvoir bien montrer qu'on le lit. La restitution du modèle, on va écouter un texte expressif et on va essayer d'appliquer la même expressivité, les défis mutuels entre enfants et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas tout prendre parce que ça va effectivement être trop long, je vois que l'heure passe vite. Et à la fin, lorsque la période de 2 semaines est passée, eh bien, on va faire une dernière mesure officielle. Alors oui, je ne l'ai pas précisé, mais
Le carré des mots, on peut toujours le lire aussi plusieurs fois, hein, puisqu'il est préparatoire à la lecture, puisque c'est le contenu du texte. Hein. Oui, 50 mots sur, là, il y en a 223, hein, donc effectivement, ça représente quand même du volume. Et puis, on va faire une troisième mesure, qui est un peu la mesure officielle. Hein. Voilà. Par période, on a vu qu'on avait les évaluations. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre outil, mais je suis disposé, si vous avez le temps, à répondre à vos questions. Voilà, Annie. Merci beaucoup, Eric. Présentation très claire. Alors, effectivement, on a quelques questions. Virginie qui nous demande combien de temps reste-t-on sur le texte? Est-ce que c'est une semaine, plus? Alors, je crois avoir répondu à peu près à ça, mais vous ferez ce que vous voudrez en fait, mais je pense que le format de 2 semaines me semble intéressant. C'est-à-dire pour qu'il y ait vraiment pour les élèves le constat d'une amélioration sensible de leurs résultats, parce que ce qui est intéressant, c'est que en mesurant leur vitesse, eh bien, ils se rendent compte eux-mêmes d'une certaine manière de cette progression. Parce qu'à force de toute façon de brasser cette lecture, mais aussi brasser les contenus du texte, des mots du texte ou des expressions du texte, eh bien forcément ils vont s'améliorer, ce qui est très satisfaisant. Et ils peuvent avoir, donc ils ont une grille personnelle pour relever leurs résultats au fil du temps, au fil des modules. Moi je trouve que voilà, avec Géraldine, nous sommes mis sur cette idée, et après avoir fait tester tout ça dans les classes aussi, que le format est à 2 semaines et bien. Certains demandent plus de temps. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi notre tempérament de se dire que travailler plus longtemps, au-delà de 2 semaines, c'est ennuyeux. Vous avez 35 textes, 35 modules, donc ça permet quand même un travail, voilà, c'est pas sur une seule année, hein, donc c'est sur le CM, les 2 CM et la 6e. Donc si on étale correctement, eh bien, écoutez, vous avez de quoi nourrir votre classe toutes les 2 semaines avec un texte de fluence nouveau. Merci. Par ailleurs, effectivement, il y a des enseignants qui posent la question, qui posent la question d'élèves de CM1, mais qui ont un niveau faible et qui travailleraient en APC avec eux. Y a-t-il des ouvrages de niveau CE? Ça, je peux vous dire qu'il en sortira l'année prochaine, c'est bien ça, Eric? Oui. En CFUDT, CE1, CE2? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, alors ça, c'est un deuxième point. Nous descendons relativement bas dans les compétences, c'est-à-dire que la fiche de niveau 1 pour des élèves quasi non lecteurs de début de CM1, voire de CM2, vise justement à aider ces élèves à affronter le texte avec eh bien les mots, les sons, les synonymes, les mots-outils et beaucoup d'autres activités qui sont des activités de cycle 2, pour la plupart, et donc qui sont une reprise de ces compétences. On n'est pas obligé, alors pour votre information, de faire toutes les activités de la page. Vous pouvez, ceux qui ont l'outil savent qu'ils ont en numérique l'ensemble de l'ouvrage, et donc il est facile de faire des copier-coller de passages et de monter vous-même votre propre activité. Je pense par ailleurs que même pour les avancés, lire le carré des mots qui est dans la page 1, en fait, est toujours intéressant, même pour ceux qui sont plus avancés. Voilà, donc vous avez de quoi faire travailler vos élèves très faibles lecteurs. Et pour votre information, moi j'ai longtemps été aussi maître E, et j'ai beaucoup travaillé ça évidemment donc avec mes élèves. Et nombre d'élèves que j'avais de cycle 3, et qui étaient faibles lecteurs, étaient des élèves qui en fait n'avaient pas fini l'apprentissage. C'est pas qu'ils étaient dyslexiques ou c'est pas qu'ils avaient des troubles particuliers, c'est que tout simplement ils étaient passés au fil des années à côté des apprentissages, et notamment à côté de la dimension graphémique. Ils connaissaient pas les sons complexes. Donc c'est pourquoi à chaque fiche 1, on travaille ces complexités phonologiques qui sont indispensables, parce que effectivement, on a l'impression qu'ils les connaissent lorsqu'ils lisent les listes de mots, mais c'est parce que ils ont établi des stratégies, ou que parce que maintenant ils les lisent un peu par adressage. N'empêche que quand on creuse plus, on s'aperçoit qu'ils connaissent mal ces règles phonologiques et qu'il faut qu'on les reprenne avec eux.
Maintenant, si vous avez vraiment des élèves très très faibles, écoutez, vous attendez celui du CE1, CE2 qui va venir. Très bien. Donc Virginie qui demande si on peut faire cette méthode à raison d'une séance par semaine, et donc sur plus que 2 semaines parce qu'elle n'a que la classe de CM qu'un jour par semaine. D'accord. Excusez-moi, je lis en même temps. Oui, alors, oui, tout à fait, on peut l'étaler, hein. Au-delà de 3 semaines, ça me semble long, hein, avec une espèce de déperdition, mais vous pouvez aussi faire le choix d'un petit contrat avec les élèves sous la forme d'un plan de travail qu'ils pourraient réaliser même lorsque c'est pas vous qui les avez, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de temps perdu dans une journée de classe et souvent eh bien, on se met à faire des coloriages magiques alors qu'on pourrait travailler en plan de travail sa fluence. Hein. Vous avez vu les micro-activités, la rituelle que nous proposons, qui sont développées dans le guide du maître et qui peuvent se faire à tout moment par les élèves, même en votre absence. Maintenant, je sais qu'au collège aussi, ceux qui vont utiliser l'outil travailleront aussi souvent avec une seule séance, 1 heure, ça ne sera pas 30 minutes, ça sera 1 heure par semaine. Eh bien, écoutez, il faut moduler l'outil pour cela. Il n'y a aucun problème. Vous dire aussi que sur les fiches d'activité, il y a des activités un peu incontournables et il y a, avec le petit sablier que je vous ai montré tout à l'heure, des activités complémentaires que les élèves peuvent faire et qui sont souvent un peu un passage à l'écrit, hein, non pas sous la forme de production, mais plutôt d'aller entourer dans le texte de fluence. Bref, des activités qui peuvent être faites aussi tout à fait en plan de travail et pourquoi pas des relectures successives à la maison. Hein. On n'a pas le droit au devoir, mais on a le droit à la lecture. Et donc, s'entraîner à la lecture fluide, non pas avec un crayon, mais oralement, est tout à fait envisageable. Laurence nous pose aussi une question parce qu'elle n'a pas bien saisi l'évaluation des élèves en classe entière, plus l'organisation des séances en classe entière. Alors, pour ce qui est de l'évaluation, classe entière, ça va évidemment être difficile, vous le comprenez. Donc, une évaluation, ça va être une évaluation individuelle. Alors, c'est relativement chronophage, mais c'est nécessaire, mais c'est rare. Hein, comme je vous l'ai dit, nous proposons 5 évaluations sur l'ensemble de l'outil, c'est-à-dire en clair que peut-être par niveau de classe, vous allez en faire 2 dans l'année. Hein. Ces évaluations ne sont pas sommatives, hein, c'est très clairement pour savoir le besoin de l'élève. Sur votre classe de 25 élèves, vous savez vous-même qu'il y en a un grand nombre qui finalement n'ont pas besoin de faire cette évaluation parce que vous connaissez leurs compétences de fluence et vous savez qu'ils sont déjà dans les fiches 1, 3 et 4. Ce qui vous préoccupe évidemment, c'est vos élèves les plus fragiles. Allez, même si c'est la moitié, il faut effectivement les faire passer individuellement. Afin de vous aider à pas trop perdre de temps par rapport à ça, on a proposé une petite activité donc de compréhension autour de ce texte d'évaluation. Alors, pour ce qui est de l'organisation en classe entière, ça va se passer comme ça. Vous avez un groupe de besoins de niveau 1 et c'est vous qui allez le piloter. On est en pleine différenciation. Les autres groupes travaillent soit en autonomie complète, mais mieux que ça, en binôme ou en petit groupe, pour de l'entraide mutuelle, pour des tests mutuels, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, vous, de tenir le chronomètre. C'est mieux que ce soit le camarade qui tienne le chronomètre que celui qui est en train de lire parce qu'il est préoccupé à autre chose. Il y a toutes les activités rituelles qui se font aussi possiblement en binôme ou seul. L'idée, c'est donc ça. On commence, je vais vous résumer ça comme ça, on commence tous ensemble avec l'écoute du début de l'histoire. On fait un travail de compréhension. Vous pouvez même faire un vrai travail de compréhension autour de ces textes qui sont des textes résistants, littéraires, comme vous faites en séance de lecture, compréhension finalement. Puis, vous allez diviser votre groupe, un groupe de besoins
les plus fragiles autour de vous sur une table d'appui, et puis les autres avec leurs fiches d'activité qui correspondent à leurs besoins et avec l'autorisation de travailler en binôme, en trinôme autant que de besoin. Et puis, comme je vous l'ai dit, ils s'auto-chronomètrent directement. Il faut que vous achetiez ces petits chronomètres-là. Ça se vend par 10, là, pas cher du tout. Ça doit être, enfin, ça doit venir de Chine, mais bon, je suis un peu désolé, mais c'est quand même plus simple que le sablier, bien que le sablier qui fasse 1 minute puisse être adapté aussi, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'à la fin de cette séance, il y ait un regroupement, et ce regroupement est possible puisque tous les élèves ont travaillé le même texte. C'est ça un petit peu la force de travailler avec votre groupe classe, c'est qu'il n'y a pas une déperdition avec des élèves qui auraient fait quelque chose et d'autres qui auraient fait autre chose au niveau du contenu, je veux dire, et qui donc ne pourraient pas se mettre en commun. Là, ils peuvent se mettre en commun, et notamment toutes ces lectures expressives dont on a parlé pour les élèves les plus forts qui ont travaillé seuls, eh bien, ils peuvent les restituer aux autres. C'est intéressant parce qu'ils écoutent leurs camarades, donc ils voient ce qu'il sera possible pour eux de faire, et ça leur donne aussi une expérience nouvelle sur la manière, alors qu'ils n'ont pas fait ce travail expressif, hein, eh bien de voir comment on peut fonctionner, et donc cet horizon d'attente, ils l'ont là face à eux. L'intérêt aussi, c'est que ça valorise très fortement ceux qui ont travaillé sans vous et qui pourraient dire la maîtresse, elle est toujours avec les autres. Hein. Voilà, donc on est vraiment, là j'invite, si vous voulez vraiment plus d'éléments là-dessus, ben, le guide du maître vous donne quelques indications, mais c'est surtout les ouvrages que j'ai écrits sur la différenciation pédagogique qui vous expliquent comment le groupe de besoins fonctionne et comment il est intéressant de se dire on commence ensemble, on finit ensemble, c'est entre les deux qu'on différencie, qu'on fait des activités différentes, mais le support initial, c'est-à-dire le texte de fluence, est bien le même pour tous. Ce qui fait qu'on garde notre esprit, notre groupe classe uni, pas avec des élèves qui montent plus haut que d'autres. Par contre, si vous travaillez en APC, évidemment, vous pouvez travailler sur des textes différents, c'est autre chose. Alors, j'ai quelques questions de 2 ou 3 enseignants enseignantes qui nous dit un élève qui lit très bien mais qui ne comprend pas bien ce qu'il lit, est-ce que tu as un conseil? Alors, il y a plein de choses à faire, hein, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs demandes à ce sujet-là. Oui, alors d'ailleurs, vous avez vu hein, tout à l'heure avec ce que je vous ai présenté hein, sur des évaluations d'un collège, là où on voyait très, très clairement des élèves rapides, non lecteurs. Alors, la raison, souvent, c'est qu'ils ne comprennent pas en fait la fonction de cette activité. Ils s'imaginent que lire vite, c'est lire bien. Et donc, il faut leur faire l'expérience que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous travaillons sur l'affluence. Nous ne travaillons pas sur le domaine français. Donc, nous ne travaillons pas la totalité du domaine. Et donc là, vous me parlez d'activités qui sont des activités de compréhension, qui par ailleurs sont travaillées, mais qui ne relèvent pas des activités de fluence qui, elles, visent à libérer en fait le cognitif de l'élève vers le sens en lui levant tous les obstacles préalables. Hein. Et donc, si vous voulez, on va écrire avec Géraldine quelque chose qui va concerner la compréhension. Non, je plaisante, hein, on ne va pas le faire, mais puisqu'on est sur l'affluence encore. Mais clairement, l'affluence, c'est pas tout. Voilà, c'est pas tout. Hein. Et d'ailleurs, dans les évaluations 6e, mais aussi dans les évaluations CM, eh bien, ce n'est pas le même texte qui sert à l'affluence et qui sert à la compréhension, et ce ne sont pas les mêmes items, et on n'évalue pas les élèves tout à fait de la même manière. Donc voilà, je vous invite à continuer votre travail important autour de la littérature, compréhension. Le ministère a sorti une brochure qui n'est pas inintéressante sur le cycle 3 à ce niveau-là. L'affluence, c'est autre chose. Et nous, on n'a pas cette ambition de vous faire travailler donc la compréhension. Par contre, rendre ça explicite aux yeux des élèves, c'est-à-dire qu'ils sachent ce qu'il en est et que la vitesse n'est pas ce qu'on attend d'eux, mais la vitesse est illustrative du fait qu'ils sont rendus disponibles à la compréhension. Rendus disponibles ne veut pas dire qu'ils le font, mais il faut leur dire. Non. Allez, une petite dernière question peut-être sur
toujours le niveau des textes que tu as choisi que vous avez choisi dans cet ouvrage. Il y a une enseignante qui demande si c'est possible de travailler ces textes avec des élèves nouvellement arrivés en France, du P2A, l'IPON, etc. Alors, on a choisi des textes qui sont des textes tout à fait ordinaires de ce que l'on travaille en littérature à l'école. Voilà. On n'a pas pris des textes simples pour ce niveau de CM1, CM2, 6e. Ça ne va pas être le cas pour le CE, où là, on va revenir à des textes très, très simples. J'en écris d'ailleurs moi-même, et avec cette idée que les compétences de décodage nécessitent parfois de passer par des textes extrêmement simples. Non, là, on n'a pas voulu perdre la dimension littéraire et de bien comprendre que les élèves ont vocation à lire des textes, non pas pour l'apprentissage, mais des vrais textes qui sont, auxquels ils sont confrontés en permanence. Alors, on a fait surtout des textes littéraires, reconnaissons-le. Il y a des documentaires, mais il y en a peu. Mais dans la réalité, effectivement, on lit aussi des textes documentaires. Ce n'est pas le choix que nous avons opéré ici, en se centrant d'abord sur le littéraire. Et on a voulu vraiment des textes intéressants et qui cultivent les élèves, patrimoniaux. On n'a pas fait de textes réécrits pour l'apprentissage. C'est un choix. Et y a-t-il une difficulté croissante dans la compréhension de ces textes? Pas forcément. Oui, il y a des textes niveau 1, 2, 3. Et donc, clairement, quand vous avez Ulysse qui est de niveau 3, donc bien sûr, c'est une traduction comme il se doit, mais ça demande quand même déjà une certaine connaissance littéraire. Mais on commence avec des textes extrêmement simples dans ce qu'ils disent, mais pas simples parce qu'on les a simplifiés. Voilà. Donc, on va dire, oui, on commence avec des textes de CE1 pour finir avec des textes de 6e. Voilà. Et il y en a pour tous les goûts. Donc, quand vous travaillez en APC, avec que des élèves en grande difficulté, vous allez travailler avec les premiers textes. Vous allez voir que ça va bien fonctionner et qu'ils seront au niveau. D'autre part, les textes font toujours plus de… si on est en début de CM et qu'on est supposé lire 90 mots, les textes font toujours plus de 90 mots. Ça ne veut pas dire qu'on va lire au-delà de 90 mots. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on peut lire au-delà de 90 mots, mais avec les élèves qui vont vous préoccuper, vous allez peut-être lire que le début si vous le souhaitez. Personnellement, en tant que maître, j'ai longtemps travaillé avec l'outil Stigal, vous savez, qui fonctionne un peu de la même manière, mais qui n'a pas d'activité donc d'entraînement autre que on recommence. Et c'était des textes comme ça qui étaient faits pour l'apprentissage. Ce qui m'a semblé dommage. Je trouve qu'il est plus intéressant de proposer des textes littéraires. Vous verrez que les choix des textes littéraires, bon, j'ai pas mal travaillé sur la littérature jeunesse dans une autre vie, ce sont des beaux textes. On a plaisir à lire ces textes et les élèves ont plaisir à les lire. Et il y a une fonction à ça, c'est que ça les nourrit aussi donc dans leur culture littéraire. Je t'entends pas, Annick. Pardon. Une toute dernière, et on va s'arrêter là parce que c'est vrai que… pardon. Du coup, c'était l'idée de travailler la compréhension en amont. Est-ce que ce n'est pas biaisé, justement? Alors, il ne me semble pas que ça soit biaisé. Au contraire, si vous voulez ne pas le faire, vous ne le ferez pas. Mais je parlais de la cigale tout à l'heure, il le préconise. C'est vrai que, après je dirais ce que j'en pense, mais le ministère, dans l'évaluation de 6e, il n'y a pas de préparation. Les élèves sont lancés directement sur le texte et on attend 120 minutes. Mais ce texte qui est issu des travaux Cognisciences et de Grenoble, les travaux du docteur Zorman, eux préconisent en fait dans leur travail de mettre en contexte le texte et de préparer les élèves à son contenu, voire même de lever un certain nombre d'obstacles sur le vocabulaire de ce texte avant de le lire. Alors pourquoi le ministère ne le fait pas dans l'évaluation nationale?
bah, c'est pour une raison pratique. Voilà. Mais n'empêche que ça veut dire que l'attendu de 120 mots sans préparation, c'est plus difficile qu'un attendu à 120 mots en ayant anticipé les difficultés prévisibles et en connaissant le contexte. Moi, il me semble qu'il faut absolument, parce que un bon lecteur fait cette anticipation lui-même. Un élève faible, malheureusement, il n'y parvient pas. Donc, il faut absolument qu'il soit habitué à se dire, quand je rentre dans un texte, je sais où je suis. Voilà, j'ai un horizon d'attente. Ça me semble indispensable. Piéger les élèves, c'est pas une bonne idée. Hein. L'idée, c'est au contraire d'être hyper explicite. Et c'est ce qu'on fait quand on prend un livre de littérature de jeunesse. Ben, écoutez, il y a une couverture, il y a une quatrième de couverture qui donne des indices, qui donne faim aussi, envie de lire. Eh bien, là, c'est ce que l'on fait. Très bien, ben merci. Merci beaucoup. Il y a pas mal de remarques, de remerciements aussi. C'est vrai que c'est toujours difficile de donner toutes les questions. Il y en a quand même beaucoup. Puis c'est déjà 15h30, donc je vois que les gens commencent à se déconnecter, ce qui est normal. Vous êtes remercié, Eric, par de nombreuses personnes. Merci en tout cas à toutes les personnes qui se sont connectées pour ce webinaire. Et puis, merci à Eric pour toute cette présentation très claire et très complète. N'hésitez pas à aller sur notre site internet si vous voulez voir des extraits de l'ouvrage qui sont tout à fait disponibles, ainsi que le sommaire, avoir un petit peu de détails. Et je vous souhaite une bonne après-midi et puis peut-être à une prochaine fois lors d'un prochain webinaire. Merci. Merci à tous.